Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes avec Caroline, qui est formatrice et enfin sophrologue et formatrice plutôt. Et on est ravis de passer ce petit temps avec vous pour discuter formation, sophrologie, et puis un petit peu que vous ayez un témoignage d'une professionnelle. Et on va commencer dans quelques secondes, juste pour vérifier que vous nous entendez bien, juste le temps pardon, de vérifier que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, comme ça on verra avec Caroline si tout est bon et on commencera à rentrer dans le vif du sujet. Donc juste voilà, en commentaire si vous pouvez juste nous rassurer sur la technique et puis on débute. J'attends quelques secondes juste d'avoir un retour. Et hop. Tac, tac, tac. Est-ce que... Hop. Mince. Alors. Oups. Tac. Ok. Je pense que c'est bon. Eh bien, on est ravis avec Caroline de faire votre connaissance. Alors, je vais me présenter rapidement. Vous avez les informations me concernant, et puis je vais laisser Caroline se présenter un peu plus en détail. Moi, je suis responsable de l'école des professionnels du bien-être et de la formation au métier de sophrologue. Donc, mon but, c'est de vous accueillir en formation, de vous guider, de vous donner les bonnes pistes de réflexion avant d'entrer en formation, puis après de tout faire avec toute l'équipe pour que vous puissiez passer la meilleure des formations possibles. Voilà, Caroline, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Caroline Laurent, je suis sophrologue à Paris dans le 9e et je suis contente de passer ce moment avec vous pour qu'on puisse vous présenter en quoi consiste cette formation, qu'est-ce que le métier de sophrologue, qu'est-ce que ça implique, les champs d'action, comment et à qui s'adresse la sophrologie. Donc on va passer ce temps ensemble avec Flore pour échanger sur tous ces sujets. En tout cas, moi je suis ravie d'être parmi vous et je fais partie des formatrices de l'école pour, je l'espère, vous transmettre la passion qui est la mienne de ce métier. Super, merci Caroline. Et puis, n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à vous présenter en commentaire, parce que vous nous voyez, vous nous entendez, nous on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, donc voilà, c'est le moyen qu'on a d'échanger avec vous. Donc voilà, dans les commentaires, si vous voulez vous présenter, un petit peu dire qui vous êtes, quel est votre lien avec la sophrologie, ce que vous souhaitez en faire dans le futur. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter, et puis moi je transmettrai à Caroline les différentes personnes qui nous regardent. Également, donc juste pour vous présenter très brièvement l'école, et puis après on rentre dans le vif du sujet. Donc chez FPS, École des professionnels du bien-être, on vous forme à la sophrologie, au métier de sophrologue. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous individuel si vous souhaitez parler d'une situation plus personnelle dont vous ne souhaitez pas forcément parler en live. Si vous souhaitez voilà, éprouver votre projet avec des professionnels, on y répondra avec plaisir. Donc vous avez toutes les possibilités pour prendre rendez-vous. Et puis voilà, un petit peu les engagements que nous prenons, c'est le fait de vous accompagner de manière personnelle, chaque individu avec voilà, son passé et ses volontés pour le futur. On insiste beaucoup sur la pratique et Caroline fait des super mises en situation avec nos élèves pour voilà, vous mettre dans la peau d'un sophrologue et puis voir comment on agit, comment on réagit, comment on pense. L'apprentissage flexible puisqu'on a une formation à distance. L'approche scientifique, c'est une nouveauté de cette année. C'est un module de pré-rentrée avec les fondements scientifiques de la sophrologie qui vous apprennent à la fois voilà, les différents systèmes du corps humain et leur lien avec la sophrologie. À la fin, vous avez une certification professionnelle de notre école. Puis vous avez une grande communauté qui est composée de sophrologues en exercice, de futurs sophrologues et également d'une équipe administrative, pédagogique qui est là pour vous aider. Alors, je vais juste transmettre à Caroline un petit peu qui est dans le chat. Donc, on a Paulina qui est psychologue, Tina qui est à la recherche d'une formation pour une reconversion pour très bientôt. Joanie, bonjour, vous envisagez de vous former en sophrologie mais vous n'avez aucune certitude. On a également Corinne. Voilà, n'hésitez pas à continuer à vous présenter et je transmettrai au fur et à mesure. Voilà. Alors, Caroline, je te laisse la main peut-être pour un petit peu expliquer dans quelle direction on peut se lancer avec la sophrologie.
Ok, ça marche. Je poursuis. Juste petit point, Flore, Oui, il y a un encart sur ton écran avec objectif barreau. Je pense que c'est le... Voilà, je ne sais pas si c'est ce qui apparaît non, pour normalement les... tout est bon. Tout est Pardon. bon, ouais, Alors, sur ce qui s'apparaît. Ouais. alors, on focus sur la sophrologie. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler des moments de la vie vers lesquels on peut envisager de se reconvertir, de changer de métier. C'est une pensée, une envie qui est partagée par 74% des salariés. Ils ont déjà envisagé la possibilité de changer de métier pour se tourner vers un métier qui soit plus en adéquation avec leurs envies, leurs compétences, leur projet de vie, qui soit plus cohérent en termes de sens aussi, c'est une des grandes raisons. Et on sait néanmoins que parmi ces 74%, la plupart de ces personnes qui envisagent ou qui nourrissent peut-être plus ou moins secrètement l'envie de changer de métier, 33% sont contraints par la peur de se tromper, de ne pas suivre la direction qui serait la meilleure. Donc, en tout cas, il y a ce grand sujet de reconversion chez les sophrologues. C'est un métier qu'on décide d'embrasser dans le cadre d'une reconversion après avoir eu d'autres vies professionnelles. Euh, j'ai entendu que parmi les personnes qui étaient en train de nous écouter, de partager ce moment avec nous, j'ai entendu qu'une psychologue était là. Et c'est effectivement aussi une compétence qui peut se compiler à d'autres savoir-faire, d'autres métiers pour les personnes qui cherchent à ajouter en fait une corde supplémentaire à leur arc et qui sont déjà dans des métiers d'aide, que ce soit métier du soin, médical, paramédical, les métiers du bien-être, donc les spas notamment, les métiers de la relation d'aide, je pense à des assistantes sociales par exemple, ou bien des métiers de l'enfance, puriculture, professeurs des écoles. Euh, Toutes ces personnes qui sont en poste peuvent avoir le désir euh, d'élargir en fait leur spectre de compétences et donc pour ça de se former à la sophrologie. Et puis troisième option pour les personnes qui envisagent de se former, ce sont des personnes qui ont envie de gagner en compétences ou en connaissances pour elles-mêmes et puis pour leurs proches. Effectivement. Et nous, on a, dans notre session de formation qui a débuté en janvier, effectivement, on a beaucoup de personnes d'enseignants et de professeurs et d'infirmiers. Donc, c'est vraiment ça. Voilà. On a, ouais, entre reconversion et l'ajout d'une corde à son arc, c'est vrai que c'est assez équilibré et qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui souhaitent voilà, se former à la sophrologie pour apporter quelque chose de supplémentaire aux personnes qu'elles accompagnent déjà dans leur métier actuel sans pour autant vouloir changer totalement de métier. Donc c'est vrai que c'est totalement pertinent. Toi, tu étais dans une situation de reconversion, Caroline. Pour ma Ouais. part, oui, Mm. j'étais complètement dans un virage. Il y en a quand même Oui. pas mal. Moi, je Oui. sais que à l'époque où j'ai été formée, on était quand même une majorité à faire vraiment un grand virage. Euh, je pense que voilà, Mm. c'est aussi une nécessité de trouver une quête de Bien sens, sûr. Ouais. de trouver une aspiration Ouais. profonde tous les matins quand Mm. on se rend sur son lieu de travail. Effectivement. Top. On y reviendra sur cette quête de sens et sur les Oui, on va y bénéfices. revenir. Effectivement, on y reviendra On va y pour tous revenir ceux qui plus nous en regardent. détail. Exactement. Et, bah, écoutez, le temps qu'on lise les petits commentaires des dernières personnes arrivées, puis qu'après on passe sur la deuxième partie pour vous expliquer davantage ce qu'est la sophrologie, n'hésitez pas à nous dire en commentaire à quel stade de votre reconversion vous êtes. Alors, un étant le stade de, voilà, vous êtes vraiment, vous êtes tombé sur voilà, sur ce live, sur cette conférence sans trop savoir, et 10, vous êtes quasiment certain demain de vous reconvertir en sophrologie. Voilà, vous pouvez un peu essayer de noter votre parcours par rapport à ça. Puis moi, je dis bonjour aux personnes qui nous ont rejoints. Donc on a Dodolène qui est sophrologue depuis décembre en cours d'installation. Ok. On a Hélène qui est en reconversion ancienne RRH. Elodie qui commence une formation en juin.
Joanie qui est donc enseignante et massothérapeute et elle pense que la sophrologie pourrait lui servir dans ces deux activités. Et on a une Ok, Milena qui est déjà sophrologue. Super. Bah, écoutez, ok. voilà. Des profils divers. Et voilà, bah, le temps que vous puissiez voilà, essayer de noter si vous êtes à un stade de reconversion ou en tout cas de réflexion par rapport à une formation. Caroline va maintenant vous expliquer un petit peu ce qu'est la sophrologie, son histoire, les lieux de... Enfin voilà, vous allez voir, on va vous apprendre plusieurs choses sur la sophrologie. Puis après, dans une troisième partie, on va vous permettre de réfléchir sur les questions à se poser aussi quand on est dans une situation de se lancer peut-être dans la sophrologie. Voilà, et pour éviter d'avoir peur, qu'est-ce qu'il faut, à quelles questions il faut répondre. Ok, alors parmi nous, il y a plusieurs sophrologues, donc pour certaines, ce sera quelque chose de tout à fait familier. Et puis pour les personnes qui découvrent et qui veulent avoir plus d'informations, on va présenter ensemble ce qu'est la sophrologie. C'est donc une méthode de relaxation psychocorporelle qui est non tactile. Donc c'est une méthode qui utilise différents outils qu'on va pouvoir regarder ensemble. Elle a été conçue, cette méthode, par un médecin, un monsieur qui était neuropsychiatre, qui s'appelait Alfonso Caicedo, et qui a créé cette méthode en 1960. Euh, En réalité, il a aggloméré des techniques qui étaient déjà existantes parce qu'il avait la certitude que chacun d'entre nous détenait en lui les ressources pour aller mieux. Et pour ça, il a cherché dans ce qui existait déjà un peu partout dans le monde et il a aggloméré de l'hypnose, de la méditation, du yoga, la méthode Coué, du training autogène de Schulz et la méthode progressive de Jacobson, entre autres. Donc ce sont des méthodes orientales, occidentales, anciennes, plus contemporaines du moment où a été créée la sophrologie. Et il a voilà, aggloméré de manière structurée tous ces exercices-là euh, pour créer la sophrologie qui utilise différents outils qu'il a extraits de ces techniques. La première, la plus classique quand finalement on ne sait pas trop en quoi consiste la sophrologie, ce qui arrive régulièrement quand les personnes viennent nous voir. On sait que c'est quand même relativement en lien avec le souffle. Et effectivement, c'est un des principaux outils qu'on va utiliser, et c'est loin d'être le seul. On sait que le souffle, c'est la seule fonction vitale sur laquelle on peut avoir une incidence. On peut décider de bloquer, d'expirer, de bloquer sa respiration, d'expirer plus ou moins fort, plus ou moins longtemps, de retenir son souffle au milieu de son cycle respiratoire. Et en fait, on va montrer que toutes ces techniques-là vont avoir une incidence tant sur le corps que sur le mental. Et on va avoir donc ce premier outil principal. Il y en a d'autres. On a aussi le fait d'utiliser la détente musculaire, le fait de finalement contracter volontairement les muscles du corps va induire une détente au moment du relâchement, donc la détente musculaire. Et on va s'apercevoir que le fait de décontracter musculairement le corps, qu'on aura contracté préalablement de manière volontaire, va avoir une incidence sur la détente aussi mentale et émotionnelle. Donc ça, c'est le deuxième outil. On va utiliser l'activation du corps par le mouvement. Donc, vous allez voir, on va y revenir dans une organisation précise, qu'on va utiliser le mouvement pour inviter la personne qui vient pratiquer de la sophrologie à se reconnecter à elle, à se reconnecter à ses sensations, à prendre conscience de la forme de son corps, des contours de son corps, de la densité de son corps, par le biais d'exercices évidemment précis. Ça rejoint aussi cette notion, donc l'activation qui va amener donc cette prise de conscience. Et puis le dernier outil, ça va être la visualisation positive. Donc bien souvent, pour présenter plus simplement et prendre quelque chose qui est plutôt dans l'air du temps, je donne
le parallèle avec la méditation, qui ressemble beaucoup à cette activation par des images positives, en fait. On va utiliser des images en invitant la personne à se décontracter. Il y a tout un préambule qui amène la personne à cet état qui ressemble à l'hypnose, hein. Alfonso Caicedo avait été formé notamment à l'hypnose. C'est cet état de semi-conscience où on va amener la personne à se relâcher totalement corporellement et une fois qu'elle a atteint cet état de détente, lui proposer des images pour l'apaiser, pour la décontracter. Et pas seulement, vous allez voir qu'il y a plein de vertus à faire de la sophrologie, mais on va commencer par activer la détente. Je te laisse poursuivre, Flore, pour Ouais, les principes fondamentaux. oui. Alors, ce qui est aussi intéressant de regarder quand on parle de sophrologie, c'est ce qu'on appelle les 4 principes fondamentaux, parce qu'ils vous donnent un aperçu, on va dire, de la valeur intrinsèque de la sophrologie et de ce qui va innerver toute votre pratique. Donc c'est vrai que voilà, ça peut être intéressant de vous dire, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous vous reconnaissez, est-ce que c'est des choses qui vous parlent aussi au moment de choisir la sophrologie comme potentiellement une reconversion potentielle ou une formation potentielle. Alors vous avez 4 grands principes. Le premier grand principe, c'est le principe qui s'appelle la réalité objective. C'est-à-dire que la personne qui va accompagner un sophronisé, donc le sophrologue, doit prendre conscience et percevoir, enfin doit percevoir son propre état de conscience pour en tenir compte face à la personne qu'il va accompagner. C'est-à-dire qu'il faut au préalable connaître les sensations, les perceptions, ce qui se joue intérieurement et ce que vous ressentez par rapport à tel ou tel exercice, tel ou tel élément de la sophrologie, pour le jour où vous allez accompagner quelqu'un, d'être dans une neutralité, d'être objectif et de ne pas avoir cette subjectivité, en tout cas d'être conscient de cette subjectivité pour être objectif dans l'accompagnement que vous allez réaliser. Le deuxième grand principe, c'est le principe d'adaptabilité, et on en parlait tout à l'heure encore avec Caroline. C'est le fait donc d'adapter, voilà, d'être toujours dans une démarche active et de toujours adapter sa pratique à la réalité de la personne que vous allez accompagner. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément avoir le même accompagnement. Alors, une personne va peut-être venir vous voir pour une même problématique, enfin 2 personnes vont peut-être venir vous voir avec une même problématique, par exemple la gestion du stress, mais en fonction de l'âge de la personne, de son environnement, de sa réalité de vie, de choses qu'il va vous transmettre, vous n'aurez pas in fine le même accompagnement pour ces 2 personnes. Vous allez devoir vous adapter. Avec une personne âgée, on ne va pas faire les mêmes exercices qu'avec une personne plus jeune, par exemple. Il y a des exercices qui ne vont pas être possibles. Une personne qui... Enfin voilà, il y a 1000 réalités différentes et donc les accompagnements que vous allez faire vont toujours être adaptés à la personne que vous allez accompagner. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir une prise en compte, une prise en considération de la personne que vous avez en face pour adapter votre démarche sophrologique. Le troisième grand principe, c'est l'action positive. Alors ici, c'est un peu le positif attire le positif, et une action positive sur une partie de la conscience va se répercuter positivement sur le reste de la personne, pardon. Et donc, c'est ce qu'on vient chercher avec la sophrologie. Quand on va venir gérer, et en tout cas venir répondre à un besoin, potentiellement, ça va avoir une vague positive sur d'autres parties de la conscience et de la personne. Et le dernier grand principe, c'est l'intégration du schéma corporel. Et c'est un petit peu le cheminement d'un protocole ou d'une séance de sophrologie, c'est le fait de prendre conscience de son corps à des niveaux, de percevoir son corps à des niveaux de plus en plus profonds. Initialement, on va prendre conscience de la forme de son corps, de son mouvement, et ensuite on va rentrer dans la perception plus intérieure des sensations, etc. Voilà un petit peu donc les 4 grands principes qui nous paraissent avec Caroline essentiels, en tout cas de vous les transmettre. Alors vous les reverrez au fur et à mesure de la formation, vous allez les intégrer, mais voilà, de vous donner un petit peu ces billes de connaissance de la sophrologie plus en profondeur, c'est toujours très intéressant. Et Caroline, je te laisse sur les lieux d'exercice, c'est toi qui auras Je me plus lève de la choses main. à dire. Voilà. Ok. Alors, traditionnellement, les sophrologues, on a l'idée, oui, effectivement, qu'ils exercent en cabinet, principalement. Je pense que ça reste le cas. Mais on l'a vu tout à l'heure, la sophrologie, c'est une méthode qui est non tactile et qui peut donc se pratiquer, par exemple,
en distanciel. Donc ça, c'est quand même une option intéressante à prendre en considération quand on envisage une reconversion parce que ça facilite un certain nombre d'aspects. On y reviendra plus tard. Mais on peut pratiquer aussi dans différents environnements. Il est possible de se rendre au domicile des personnes que vous souhaitez accompagner, si vous êtes d'accord pour le faire, si la personne peut vous accueillir également. Et puis, vous avez tout un ensemble d'espaces dans lesquels on peut pratiquer la sophrologie qui se démocratise de plus en plus et qui donc pousse les portes de pas mal de structures. On la trouve notamment en EHPAD de plus en plus. Ça permet de proposer des ateliers à des personnes âgées. On la trouve dans les hôpitaux, dans les maternités. Donc là, c'est un cadre très structuré, mais en tout cas, c'est une option qui, j'espère, va tendre à se développer de plus en plus, je pense. Et je crois vraiment qu'elle pourrait soutenir, hein, puisque notre rôle est de soutenir, d'aider, de prévenir, et non de guérir, mais en tout cas d'accompagner. Et ça peut marquer vraiment une réelle différence. La sophrologie, on la trouve aussi de plus en plus dans les écoles. Donc les écoles primaires, mais a priori certains pratiquent même pour les plus petits, mais principalement les collèges et les lycées, notamment dans le cadre de préparation mentale aux examens. Et puis on l'a en entreprise. Peut-être que si certains d'entre vous ont entamé une réflexion par rapport à une reconversion, c'est en lien avec une séance à laquelle vous auriez pu participer parce que dans les entreprises, notamment à l'occasion de la semaine du bien-être qui est en juin, il y a de plus en plus de séances qui sont proposées de manière ponctuelle ou de manière plus pérenne dans le temps, dans les entreprises. C'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup et qui tend, je crois, à se développer encore davantage. Donc, voilà, potentiel sur des séances en entreprise. Mais pas que, en fait, ce sont ceux qui vous sont indiqués là sur le schéma. Mais en fait, voilà, en ce qui me concerne, j'ai eu la possibilité de pratiquer, et je pratique notamment dans des mairies. Je pratique aussi dans le milieu associatif. Il y a un fort potentiel de pratique parce que les associations sont multiples, hein, les sujets sont très vastes. En ce qui me concerne, je travaille dans une association pour les adolescents et les parents d'adolescents avec toute une équipe d'expertes sur des tas de sujets, l'addiction aux écrans, le harcèlement, il y a des psys, voilà, il y a tout un ensemble de coachs parentaux. Et parmi cette équipe, il a été trouvé judicieux d'y insérer une sophrologue. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se décliner à tout le monde associatif, qui est extrêmement vaste. Donc voilà, les associations, c'est quelque chose qui a un potentiel important. Et petite anecdote, parce que c'est moins familier, mais je travaille aussi ponctuellement dans une auto-école où j'accompagne les personnes qui sont un petit peu anxieuses et parfois très anxieuses. Et ça peut être un véritable handicap pour notamment celles pour qui c'est un enjeu très important d'obtenir le permis. Et donc, voilà, j'ai une forme d'association avec cette auto-école et j'accompagne donc par le biais de séances les futurs conducteurs à se mettre dans les meilleures dispositions pour passer le permis de conduire. Je continue? Vas-y, tu peux continuer. Ouais. Alors, les champs d'application, à qui s'adresse la sophrologie? En fait, on ne sait pas toujours pour qui, pourquoi, à quoi ça sert. Donc, là, on vous a listé 3 grands champs d'application possibles. Donc, le premier, globalement, c'est l'amélioration du bien-être. Donc, c'est la gestion du stress et de son anxiété au quotidien. Et ça peut concerner énormément de sujets, changements personnels. Ça peut être, même si c'est une merveilleuse nouvelle, l'arrivée d'un enfant, ça peut être quelque chose qui va générer de l'anxiété. Ça peut être un changement professionnel, un rachat, un changement de direction, un changement d'équipe. Ça peut être un départ en retraite. Ça peut être le fait de vivre un deuil, voilà, de gérer l'amélioration de son sommeil, qui peut être un trouble terrible qui altère considérablement le bien-être, le quotidien.
Et puis certains cherchent à améliorer tout simplement leur niveau de bien-être, d'amplifier leur sérénité. Donc voilà, l'amélioration du bien-être, ça englobe de nombreux sujets. Le deuxième champ, c'est la préparation à un événement, donc préparation mentale. On l'évoquait tout à l'heure avec les étudiants, mais ça peut être les collégiens au moment du brevet, ça peut être les lycéens pour le bac, ça peut être des personnes qui veulent trouver, enfin qui passent des entretiens d'embauche et donc chez qui ça génère peut-être une anxiété, ça peut être une prise de parole, ça peut être un accouchement, ça peut être un programme PMA, ça peut être un mariage, ça peut être aussi un discours de mariage assez récurrent. Quelqu'un qui vient parce qu'il doit prendre la parole devant tout le monde et pour ça, on a des outils spécifiques pour leur permettre de se visualiser. C'est toute une articulation de séances, c'est plusieurs séances. En tant que sophrologue, on propose des accompagnements traditionnellement. Et on va donc les aider à se préparer mentalement à cet événement-là. Troisième champ, c'est l'accompagnement du traitement médical. Donc là encore, on ne soigne pas, mais on soutient, on aide à mieux vivre les traitements, on aide à apaiser la douleur. Et puis aussi, on restaure, on peut faire un travail de restauration sur l'image de soi. On peut aussi soutenir les aidants. C'est de plus en plus le cas. Donc ça, ce sont les trois champs qui sont mis en lumière ici. Il en existe d'autres, notamment la gestion des phobies. En sophrologie, on peut vous accompagner si vous êtes sujette à des phobies, notamment des phobies évidemment qui altèrent votre quotidien, qui posent vraiment problème. Hein. Je pense à la peur de l'avion, c'est quelque chose quand même d'assez fréquent. On peut vous accompagner avec des méthodes vraiment précises en sophrologie. Et puis il y a les addictions de toutes sortes. Alcool, tabac, cannabis, écran, on a des méthodes spécifiques pour accompagner ces personnes-là à se détacher progressivement de leurs addictions. Voilà pour ces champs d'application. Je ne sais pas si vous avez des questions. Du coup, je n'ai pas le chat, Oui, mais non, il n'y en a pas, pas mais effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. On fera des petites pauses pour y répondre avec Caroline. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil pour discuter avec nous. ça marche. Bah, n'hésite pas à me dire. Ouais, je te dis. Et on va poursuivre avec la pratique de la sophrologie, savoir dans quel cadre est-ce que vous pouvez pratiquer. On a dit où, dans quels espaces, mais formellement, comment ça se passe, une séance de sophrologie. Vous avez deux possibilités. Les séances, elles peuvent être individuelles, donc on est en face à face avec une personne. On l'a dit, ça peut se passer en cabinet, ça peut aussi se passer en distanciel. Donc vous êtes face à une personne et vous lui proposez vos exercices de sophrologie. Et ça peut être aussi une séance collective. La séance collective, elle peut s'adresser donc à un groupe dans une des structures dont on a parlé tout à l'heure, entreprise, maternité, domicile, EHPAD. Donc là, ce sont des séances collectives, mairie, auto-école. Voilà, ça va être des séances collectives, ou pas d'ailleurs en auto-école, mais visualisons la séance collective. Il y a deux options. En fait, une séance collective, c'est soit vous avez un groupe dit fermé, par exemple, un groupe de mamans qui doit accoucher en juin de 2025. Vous leur faites un accompagnement précis qui concerne toutes ces mamans-là, qui seront présentes à tous les cours. Donc, vous avez une articulation de séances de protocoles, de programmes. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, plusieurs séances qui sont vraiment dédiées à ces personnes-là, à ce groupe-là. Ça s'appelle un groupe fermé. Ce sont toujours les mêmes personnes qui reviennent sur un sujet précis. Mais vous avez aussi bien souvent des groupes ouverts, notamment en entreprise. Pour ma part, je l'ai pas cité, mais je propose mes séances de sophrologie aussi en salle de sport. Et donc, ce sont des groupes ouverts, c'est-à-dire que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui reviennent et on ne va pas suivre une logique particulière. On va aborder différents thèmes qui pourront, on l'espère, susciter l'intérêt du plus grand nombre. Mais voilà, il n'y a pas une suite logique articulée sur les groupes ouverts puisque les personnes sont toujours différentes et ne reviennent
pas toujours ou pas de manière régulière et très précise. Donc voilà, séance individuelle ou séance collective. En sophrologie, on parle de degrés. Donc, Alfonso Caicedo a construit la sophrologie comme une petite, enfin une belle et grande pyramide avec plusieurs briques. On appelle ça, ces briques, les degrés de spiritualité, donc de profondeur dans les sujets qui sont les outils qu'on utilise. Traditionnellement, il y en a 12 au total, des degrés de spiritualité, avec beaucoup d'écoles différentes, donc voilà, beaucoup de façons de faire différentes, mais traditionnellement, en école, c'est le cas au sein de l'école des professionnels du bien-être, on va utiliser les 4 premiers degrés de spiritualité. Ça a été mon cas et ça permet de pratiquer la sophrologie en abordant tous les publics, toutes les structures. Donc ce sont les 4 degrés fondamentaux qu'on va pratiquer ensemble. Et voilà, il est obligatoire de se former à ces 4 degrés pour pouvoir pratiquer la sophrologie. C'est une sorte de cycle fondamental. Troisième point, les types d'exercices. Qu'est-ce qu'on propose? On parle de séances, de thèmes, d'améliorer le bien-être, de gérer les phobies, d'accompagner le traitement médical. Mais comment une séance s'articule-t-elle? Eh bien, elle utilise vraiment deux outils, si on peut dire outils. Il y a vraiment une structure qui est toujours la même dans la pratique. Il y a un premier temps qu'on appelle la relaxation dynamique. C'est l'utilisation d'outils qui utilisent le souffle et le souffle sur des mouvements lents. Donc on va avoir une cohérence entre les mouvements et le souffle. Ça s'appelle donc la relaxation dynamique. Et cette première partie de la pratique, elle va être le préambule à la deuxième partie, qui est la sophronisation, mais on peut l'appeler méditation, visualisation, utilisation d'images apaisantes. Il y a toujours dans une séance, entre autres, dans le temps de la pratique, ces deux parties, relaxation dynamique et méditation. Ça nous amène tout droit à la slide d'après. Merci. Sur l'organisation d'une séance, quand vous rencontrez quelqu'un en tant que sophrologue, il y a un premier temps, et ça s'adapte, enfin, c'est le cas aussi dans toutes les thérapies, je crois, la plupart, enfin dans beaucoup, il y a un premier temps d'échange forcément pour faire connaissance, comprendre les problématiques, ce qui a amené la personne à venir vous voir. C'est un temps de recueil d'informations qui s'appelle l'anamnèse, où on va aller chercher un maximum d'informations sur la personne, son histoire, l'objet de sa venue. Et ça peut vraiment prendre une grande partie de cette première séance. À l'issue de cette première séance, on va préparer un programme, un protocole. En moyenne, en sophrologie, c'est 6 à 8 séances qu'on va construire et qu'on va ensuite proposer à la personne dans le cadre d'un suivi. Et dans chacune de ces séances de suivi, il y aura une organisation qui sera la même en 4 temps ou 3 temps. Il y a un premier temps qui est l'accueil, un temps d'échange. Il y a un deuxième temps qui est la pratique. Mais dans la pratique, on l'a dit, il y a les relaxations dynamiques et la méditation. Et il y a un troisième temps qui est à nouveau de l'échange. Voilà comment s'articule une séance. J'ai l'impression que j'ai un peu trop parlé. C'est très bien, Caroline. Avant de commencer, je te lis juste. Les explications sont très claires. Merci à toutes et à tous. Et il y a Hélène qui demande. Alors, c'est une question personnelle, donc après, tu me dis pourquoi avoir choisi la sophrologie et non l'hypnose ou une autre pratique. Ah oui, c'est marrant. On m'a demandé parce que enfant, j'étais en troisième, donc ça fait longtemps, je ne vais pas rentrer dans les détails des dates, mais ma maman m'avait emmenée faire de la sophrologie et j'avais adoré en fait cette sensation d'une couleur à travers mon corps, la couleur rose, et voilà pourquoi je fais de la sophrologie. Oui, lié à une expérience de la sophrologie. C'était lié à une expérience, ouais. Que j'avais pratiquée bien plus jeune. Trop bien, merci pour ta réponse. Et super, je pense que
du coup, de votre côté, c'est plus clair sur ce qu'est la sophrologie. Il y a même des sophrologues qui disent que tu as très bien expliqué avec des mots, voilà, que c'était très fluide ton explication de la sophrologie. Donc, voilà. Et donc là, le but de cette nouvelle partie, c'est plutôt donc pour les personnes qui hésitent à se former, qui hésitent à se reconvertir potentiellement en sophrologie, c'est de vous donner des questions sur lesquelles travailler, sur lesquelles réfléchir pour vous aider à potentiellement sauter le pas, à valider ou à invalider peut-être ce projet. Donc c'est quelle réflexion avoir avant de se reconvertir en sophrologie? La première grande question, c'est vrai, c'est de se demander si c'est un secteur porteur, parce qu'effectivement, on a envie de mettre du sens, etc. Mais il faut aussi, et on y reviendra, pouvoir en vivre, pouvoir se dire que c'est un secteur qui a de l'avenir et pas faire une formation pour finalement se retrouver avec un secteur avec peu de personnes qui viennent vous voir ou autre. Donc c'est un secteur porteur. Pourquoi ? C'est une des disciplines du bien-être et du mieux-être qui est la plus commune, la plus acceptée, qui est assez finalement facile à mettre en place. Et c'est vrai qu'on va relativement facilement voir un sophrologue ou une sophrologue, alors que par exemple, l'hypnose, il y a dans l'univers collectif des choses qui ont des blocages, des choses qui sont un petit peu plus compliquées à passer. Donc c'est vrai que la sophrologie est largement répandue et acceptée en France. Il y a 90% des Français qui ont déjà entendu parler de la sophrologie, 11 millions de Français qui ont déjà pratiqué la sophrologie, et selon la chambre syndicale de la sophrologie, ce chiffre a doublé en 4 ans. Donc vous voyez qu'il y a quand même une vague on a envie d'aller vers le mieux-être. Et Caroline, je crois que tu dis qu'il y a aussi, on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, toi, tu as un peu fait ce constat de ce besoin. Oui, je sais pas si c'est objectif, mais dans ma pratique, ça fait bientôt 7 ans que je pratique à Paris. Je trouve que oui, il y a je sais pas. Moi, je déduis que peut-être, je crois qu'on en reparle un petit peu plus tard, que peut-être on est face à une génération qui a vu ses aînés peut-être préoccupés, faire face à des burn-out ou tu vois, des anxiétés très fortes liées au travail, par exemple, et qui ont une quête qui est autre. En tout cas, moi, j'ai vraiment j'ai vraiment une majorité de trentenaires, même un peu plus jeunes, 25-30 ans. Donc, oui, on voit que c'est quelque chose qui est un peu rentré dans les mœurs. Enfin, voilà, dans les mœurs. Dans les générations. Voilà, Oui, exactement. Je pense que ça participe à une logique globale de prise de soin de soi. Exactement. Oui, qui se voit aussi dans les rayons librairie, dans les librairies, dans les rayons développement personnel, ce genre de choses, où on voit quand même qu'il y a un retour à soi. Oui, je pense que c'est une vraie tendance. Mais de fond, et j'espère pérenne. Oui. Tu vois, on peut comparer peut-être avec l'ostéopathie il y a une vingtaine d'années. Enfin voilà, il y en a maintenant, c'est complètement avéré. Voilà. Utilisé, etc. C'était un petit point. Ouais. et puis pour compléter, c'est vrai que le stress, le sommeil, c'est aussi des sujets qui sont très ancrés, et on a envie d'aller mieux par rapport à ça, de répondre à ces besoins, et la sophrologie est un excellent outil pour y répondre. Et donc en ce sens, avec Caroline, on pense qu'il y a vraiment c'est un secteur a priori qui se pérennise et qui continue de se développer. Les chiffres sont parlants là. Exactement. La deuxième grande question, et là on vous propose un petit exercice, c'est les qualités. Parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas fait non plus pour être sophrologue, et il faut être en phase déjà avec tout ce qu'on vous a raconté auparavant, juste avant avec Caroline, mais aussi de se dire, est-ce que j'ai la bonne posture, est-ce que j'ai la bonne façon d'être pour être sophrologue, est-ce que ça me parle, est-ce que j'ai ces qualités? Alors on vous propose de vous noter, de noter combien des qualités vous avez, de nous donner votre score en commentaire. Alors on peut difficilement avoir les 9 qualités, mais voilà, si vous en avez déjà 4, c'est déjà très bien de vous dire, j'ai ces qualités-là, je peux travailler sur les autres, c'est des qualités qui me parlent. Et si vous dites, j'en ai qu'une, n'hésitez pas à demander aussi à votre entourage de vous aider à faire ce petit exercice, parce qu'on peut être parfois assez dur avec soi, et donc peut-être qu'un regard extérieur peut vous aider. Mais donc voilà, sur ces 9 qualités, il y a l'empathie, l'écoute, la bienveillance. On est vraiment dans un métier, comme Caroline vous l'a dit, d'échange, avec des temps d'échange à chaque séance. Il faut comprendre la personne qu'on a en face, il faut accueillir son besoin, accueillir sa personnalité. Il y a la qualité d'autonomie, puisque vous allez être
votre propre patron, entre guillemets. Vous allez devoir développer votre activité, répondre à plusieurs, voilà, avoir la casquette sophrologue, mais également la casquette communicant pour faire connaître son activité. Donc voilà, il y a vraiment voilà, ce besoin d'être autonome aussi. La neutralité, on vous l'a dit, hein, avec la réalité objective, mais vraiment de pouvoir être objectif et avoir ce regard neutre sur la personne qui vient vous voir sur l'accompagnement. La patience, parce que vous allez transmettre des exercices, transmettre des choses, demander à votre sophronisé de travailler entre les séances, de tester les exercices que vous lui aurez proposés et pas forcément ça ne voilà, peut-être que la personne ne le fera pas, peut-être que la personne ne va pas aimer tel ou tel exercice, donc il va falloir revenir faire preuve de pédagogie. La communication, on en a déjà beaucoup parlé. La rigueur, parce que vous avez une personne qui vous fait confiance, qui vous remet un besoin, un problème et qui espère que vous allez être à la hauteur. Donc vous avez vraiment ce besoin de rigueur et d'être vraiment voilà, de bien répondre aux besoins de la personne et puis avoir envie d'aider les autres. Ça, je pense que c'est peut-être ce qui nous relie tous dans cette conférence, c'est ce besoin de donner du sens et d'avoir envie de transmettre et d'aider certaines personnes. Voilà un petit peu ces 9 qualités. N'hésitez pas à nous donner en commentaire et puis on regardera ça. Et puis je crois que Caroline, tu voulais parfois expliquer la différence neutralité-empathie. Est-ce que tu veux faire... Non, mais c'est marrant parce que là, très récemment, tu vois, on est en permanence en train d'équilibrer Oui. tous ces savoir-faire. J'ai un exemple hyper récent la semaine dernière d'un monsieur. C'est par rapport à la neutralité, un monsieur avec qui j'ai fait un accompagnement et qui est pas en âge d'être étudiant, mais qui fait une thèse. Je trouvais ça, moi, génial, tu vois, qu'il fasse une thèse. Et en fait, il m'annonce parmi plein d'autres trucs, il va abandonner. Et là, ma neutralité est mise à l'épreuve. J'ai vraiment envie de lui dire, mais non, mais n'abandonnez pas. Mais pas du tout. Pourquoi vous abandonnez? C'est tellement bête. Vous êtes à ça. Et là, ça m'a coûté. Je me suis retrouvée face à ces impératifs. En fait, je veux dire, il avait en plus un choix argumenté. Et puis surtout, c'était le sien. Oui, J'avais absolument pas à intervenir. Je devais garder ma neutralité. Mais ça m'a coûté. Tu vois, donc en permanence, il faut garder l'équilibre. Voilà, c'est l'exemple le plus récent que j'ai. Je sais qu'on avait évoqué d'autres, mais celui-ci m'a interpellée. C'est vrai. Récemment. Pour toi, c'est la chose la plus compliquée, c'est cette neutralité à garder dans tes accompagnements, dans ces qualités, celle sur laquelle tu reviens peut-être, qui est la plus mise à l'épreuve. Ouais, c'est ça, oui, parce que naturellement, je crois. Mais oui, là, c'est dur on n'est pas là pour, au contraire, ça fait partie de tout ce que vous avez, ceux qui n'ont pas encore éprouvé l'apprentissage de la sophrologie vont découvrir, c'est mettre l'autre au centre. Donc il y a vraiment cet impératif de le laisser cheminer avec tous nos outils. On fait en sorte de lui donner voilà, tous les outils pour accueillir ce mieux-être et se diriger vers une amélioration, mais tous ces points-là, ils sont essentiels. On doit l'écouter, on doit toujours être dans la bienveillance pour lui, pour la personne. Enfin voilà, tout ce dont tu as parlé, mais je faisais un point sur cette neutralité qui parfois on peut être taraudé. Merci pour ce témoignage, top. Et alors, on a Tina qui a 8 qualités sur 9 et on a Dodo qui nous dit l'adaptabilité aussi peut-être. Effectivement, vous avez très bien écouté. L'adaptabilité, ça fait aussi partie d'une... Oui, c'est quelque chose, un apprentissage, une compétence. Alors peut-être plus une compétence, une qualité, mais une compétence à développer. Vous avez tout à fait raison, Dodo. Tout à fait. Très bien. Tout à fait, parce qu'effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure, on ne va pas faire les mêmes exercices d'une séance à une autre. Et puis... dans le cadre d'un accompagnement avec une même personne, vous allez avoir, voilà, j'en ai un qui me vient. J'ai une personne, par exemple, qui était dans une relation, toute jeune femme qui était dans une relation et parmi toutes ses ressources, elle était très amoureuse de son compagnon. Et puis malheureusement, l'histoire s'est terminée en cours d'accompagnement. Donc moi j'avais utilisé l'image de ce compagnon qui était à ses côtés soutenant, donc il a fallu complètement changer dans même les visualisations. Voilà, donc ça c'est vraiment un bon principe d'adaptabilité à avoir.
D'où l'importance de tous les échanges, enfin voilà, qu'une séance de sophrologie, ce n'est pas uniquement des exercices, mais vraiment c'est temps d'échange pour que la personne Ah puisse bah, tu transmettre tout t'adaptes en ça. Ouais, voilà, c'est ça. permanence, et forcément, si tu Mm. lui en l'occurrence ici, si on continuait Oui, à c'était. utiliser l'image, Ouais, de ce garçon comme, la sécurité, enfin voilà, ouais, ça a été c'était donc compliqué. on a complètement, Mm. changé et trouvé d'autres manières, D'autres. d'autres ressources. Trop bien. Merci. On Et continue? Oui. ouais, on Ouais, ouais. continue. Au niveau Ah des mince, ah ouais. bénéfices personnels, Oui. est-ce que tu veux en parler? Est-ce qu'on passe rapidement? Enfin, je pense qu'on a déjà Ouais, pas je pense mal qu'on va développé. évoquer, c'est vraiment Voilà. Ouais. l'utilité, Mm. la quête de sens, l'alignement, voilà, C'est ça. tout Ouais, ça. exactement. C'est vraiment, voilà, c'est ce qui est, enfin, c'est ce qui fait aussi qu'on se reconvertit et qu'on prend cette décision. C'est vraiment tous ces bénéfices dont on vous a déjà parlé et qu'on remet ici. Puis la diversité du métier avec les lieux d'exercice, les personnes qu'on accompagne, etc. Donc voilà, ça c'est On un va petit ouais, récapitulatif. Ouais. très rapidement, Euh, on va l'évoquer mm, après parce que le temps file. c'est ça. Hem, on était sur la partie, oui, voilà, tu es sur la Ouais, slide du exactement. alors forcément, c'est une grande Une question grande quand on question. veut devenir sophrologue. Est-ce que je vais pouvoir, vivre de mon métier? Mm. Donc là, on vous donne un chiffre, 1 732 €, c'est le chiffre d'affaires mensuel moyen, pour une personne qui, propose des séances entre 60 et 80 €. C'est un un chiffre qui évolue en permanence, Mm. heureusement, puisque, voilà, pour vivre à Oui. Paris, en tout cas, voilà. Puis Euh, au début, quand tu commences ton activité, ce chiffre, enfin voilà, il est tiré vers le bas quand enfin, plus tu vas avancer, te faire connaître, ah oui, etc. Voilà, c'est c'est vraiment, sûr. au début, enfin, il faut en être Ah oui, conscient il faut aussi. être conscient Il y qu'au a départ, plusieurs mois où il faut se faire ouais, connaître, il faut trouver sa clientèle, enfin voilà, aller démarcher, enfin comme toi tu l'as fait, hein, des oui, structures différentes pour se faire différentes. c'est bah, ouais, on va en parler juste sur les avantages et les Mm. inconvénients. Là, Ouais, voilà, on fait juste une photographie, c'est voilà, ce chiffre. On sait que il y a le top 3 des régions qui accueillent les sophrologues. La première, c'est l'Île-de-France. Euh, parce qu'il y a 20, aussi beaucoup de monde. il y a Il y a aussi beaucoup beaucoup de demandes. voilà, il y a aussi C'est beaucoup de ça. demandes, effectivement. Il y a aussi l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 11,76%. Et puis dans le sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Mm. un peu plus de 10,5% Mm. des sophrologues qui se trouvent dans cette région. Là, on vous donne quelques conseils pour rendre votre reconversion Reconversion. la plus facile possible. Pardon, c'est d'y aller par étapes. Je pense que c'est important. Donc, ça implique de se former et puis de continuer par ailleurs à avoir une activité professionnelle. Et puis progressivement de diminuer son ancien métier, puis d'agrandir sa pratique de la Mm. sophrologie dans le temps. Et puis quand tout est bon, eh bien, s'engager à 100% dans ce métier. C'est vrai que Passion. c'est un moyen de donner la chance de réussir, de pouvoir faire étape par Oui, tout étape, à fait. C'est en plus ayant sécurisant. voilà, un petit bagage sécurisant et de se dire, bah, voilà, je vais pouvoir attendre quelques mois pour faire grandir mon activité et pas se dire, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de ma tête Tout et à il fait. faut que ça marche du jour au lendemain, ce qui est enfin, Et puis impossible. rappelons Ouais. qu'on est censé amener les personnes à se détendre. Donc Oui, si forcément c'est sûr. Si on on est l'est pas détendu, soi-même. bah, Ouais, ouais. effectivement. Donc ça implique de se sécuriser à maximum, Mm. bien sûr, Ouais. pour pouvoir pratiquer de manière sereine Mm. la sophrologie. Un petit point sur les avantages et les inconvénients. On commence par les inconvénients qu'on est en train qu'on est en train d'évoquer tout à l'heure. Le fait d'être à son compte, en fait, on en devient indépendant. Mm. On a sa petite entreprise et qui implique une gestion globale de l'administratif, des finances, du marketing. Je rajouterais du service informatique quand on est en entreprise. On appelle et voilà, on est tout de suite aidé. Là, vraiment, c'est vrai qu'il y a cette
autonomie parfois qui est recherchée, mais qui implique de découvrir des domaines, notamment je pense tu vois, la création d'outils. Enfin, il y en a plein, hein. Il y a les factures, Mm. mais la création d'outils pour se faire connaître un petit, voilà, on se met sur son logiciel. Alors, en fait, chacun aura des compétences quand même de son ancienne vie professionnelle qui C'est sûr. seront exploitées. Capitaliser, ouais, bien sûr. Mm. Voilà, et c'est sûr, les juristes, voilà, chacun va pouvoir utiliser son savoir-faire et le mettre à Mm. profit. Mais voilà, c'est quand même cette prise en considération du fait qu'on va devoir gérer seul, à peu près, toutes ces fonctions-là et Avoir que plusieurs casquettes. ouais, ça demande Mm. du temps, de l'énergie. Il y a toute la dimension aussi, se faire connaître, gagner en Mm. légitimité, donc voilà, ça implique plein de choses. Et puis le sentiment évidemment d'insécurité dont on parlait. Et c'est pourquoi on proposait juste avant de maintenir une activité par ailleurs quand on débute. Mm. Et les avantages, il y en a plein. Il y en a plein. Les avantages, on fait ce qu'on aime, on aide les gens, on propose des solutions, on améliore le bien-être des gens, on soutient des personnes qui sont face à des moments de vie difficiles, la maladie notamment. Euh, donc on est voilà, on est heureux d'aller travailler. Ça peut souvent marquer une différence avec la vie professionnelle passée. Pas pour tout le monde, je l'espère, mais bon, ça peut être le cas. Et puis on va gagner en flexibilité, évidemment, on est libre de ses horaires. On a des cas très différents, chaque journée est différente, chaque semaine est différente. Et ça, c'est extrêmement enfin, riche, quoi. Mm. Et puis, ouais, il y a cette notion d'indépendance. Voilà, j'essaie de Très bien, faire un peu. très bonne conclusion de cette partie. Merci Caroline. Et, sur la partie de comment devenir sophrologue, est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu veux que j'en Oui, parle? comme tu veux, je crois que tu fais la suite. Alors, Ouais. je vais juste terminer là-dessus. La sophrologie, c'est une profession libérale non réglementée. Donc, il n'y a pas de diplôme universitaire qui va valider. Il n'existe pas de diplôme d'État, en fait, pour la sophrologie à date. Il y a quelques diplômes universitaires, mais bon, moi, je ne connais pas trop, mais ils n'ont pas la même valeur que les Oui, autres. les DU, c'est pour, par exemple, des médecins qui vont être Enfin voilà, en fait, les DU, ils sont vraiment sur un public très précis, des médecins ou des professionnels D'accord. du domaine médical. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas la même valeur, parce qu'en fait, ça va pas être une formation métier de sophrologue plutôt Ah oui, qu'une pour formation à compléter. comment utiliser certaines techniques de sophrologie dans son métier de médecin. Ok, en tout Mm. cas, merci beaucoup. Je sais qu'il n'y a aucun master en sophrologie. Donc, quand on veut devenir sophrologue, on passe par des écoles de formation professionnelle. Et c'est la seule façon d'être reconnu. Et il y a cette dimension par rapport au titre RNCP, donc c'est le fait d'être inscrit au registre national de la certification professionnelle pendant un temps. Voilà, c'est quelque chose qui a existé. Pour ma part, j'ai ce titre, mais je ne sais pas, a Il a priori, disparu. il a Voilà. carrément disparu. Ouais, il Ah ouais. n'existe plus aujourd'hui. Ouais, Ok, exactement. Il ok. n'a plus de titre Ça, c'est quand même RNCP. c'était vraiment c'est un truc qui fait quand même une différence. Ok, c'est tout récent, je pense. Oui, ouais, ouais, ça a Ouais, disparu en ok. janvier. D'accord. Je savais que c'était sur la pente, mais ok. Et puis, Calliope, je te laisse Mm. peut-être Ouais. placer Bah, son, son ouais, business. juste pour revenir peut-être sur le titre RNCP, il a été hyper bénéfique pour la formation dans le sens où il a vraiment permis de structurer l'ensemble du secteur de la formation professionnelle au métier de sophrologue avec les blocs de compétences, le fait de venir approuver les compétences à chaque fin de module. Enfin, vraiment, il y a eu quelque chose d'hyper bénéfique qui innerve encore l'ensemble de. Enfin, voilà, c'est un héritage du titre. Ok, Aujourd'hui, plus de titres, donc finalement tous les sophrologues vont être voilà, vont avoir leur certificat d'école à la fin de la formation. Et ok. comment du coup on choisit une formation à la sophrologie aujourd'hui? Il faut, Ouais, c'est enfin voilà, Calliope. c'est le Calliope, c'est un gage de sérieux de l'école. Alors l'audit, enfin certification Calliope ne vient pas certifier une formation, donc une formation métier de sophrologue par exemple, mais vient certifier une école sur sa qualité du suivi, sur la transparence des informations, sur la façon dont on vous suit, etc. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à avoir. Donc déjà vous pouvez être rassuré sur la façon dont vous allez être pris en charge si l'école a cette
certification Calliope. Voilà un petit peu. Mais la formation, vraiment, elle est indispensable. On ne peut pas se dire, j'ai fait une séance de sophrologie, je suis sophrologue, sinon ça dessert tout le sérieux et toute la profession. Donc vraiment, cette formation, elle est indispensable. Et voilà, d'être formé aux 4 premiers degrés, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, pour vous expliquer un petit peu qui nous sommes, puis avec comment on travaille avec Caroline pour vous transmettre. Alors, FPS, École des professionnels du bien-être, existe depuis 10 ans. Donc, ça fait 10 ans qu'on accompagne des futurs sophrologues dans le fait de devenir sophrologue et de les accompagner donc, voilà, dans la réalisation d'un rêve ou d'un objectif. Et FPS, École des professionnels du bien-être, appartient au groupe Strada Éducation qui, lui, accueille chaque année plus de 2000 étudiants dans différents domaines, notamment les domaines du droit et de l'accompagnement dans les études, dans la réussite des études de droit. Donc on a vraiment, on bénéficie de choses techniques qui permettent vraiment de l'apprentissage à distance. On a cet ADN d'excellence aussi dans l'accompagnement et de personnalisation et d'accompagnement individuel qui est aussi important de prendre le temps avec chacun des futurs élèves et chacun des élèves tout au long de la formation pour adapter, pour répondre aux besoins en fonction de chacun. Voilà un petit peu des petites photos de l'équipe avec les responsables de formation, les équipes pédagogiques, formateurs. Vous avez Caroline en exemple en live. Et puis les engagements dont je vous ai déjà parlé, mais donc cet accompagnement personnalisé, la communauté d'entraide avec des sophrologues déjà en activité, des futurs sophrologues. Vous avez vraiment des petits groupes classes qui vous permettent d'échanger entre vous, de faire des exercices entre vous et d'aller également au-delà de la formation. L'enseignement pratique, donc on a des classes virtuelles à chaque module de formation qui vont vous permettre de vous entraîner sur des cas concrets. Donc notamment Caroline qui anime ces classes virtuelles, voilà, elle va vous donner une situation qu'elle a pu rencontrer lors d'un accompagnement, puis elle va vous aider à voir comment on pense comme un sophrologue, comment on accompagne, comment on adapte sa posture aussi au fur et à mesure en fonction, voilà, un petit peu comment, de ce que vous a déjà transmis Caroline, mais voilà, en réel, on le fait avec les différents exercices, etc. L'apprentissage flexible, puisqu'on est une formation à distance, la certification professionnelle, donc à la fin, vous repartez avec un diplôme d'école qui prouve que vous êtes sophrologue et que vous pouvez travailler à la fois dans votre cabinet, mais également dans des structures. Et également l'approche scientifique, voilà, des fondamentaux scientifiques de la sophrologie, comment fonctionne le corps humain, les différents systèmes et quels sont les ponts avec la sophrologie qui font que la sophrologie fonctionne, c'est qu'elle a des impacts sur le corps humain et qu'il y a des choses qui se passent. Voilà un petit peu, on vous a également remis le programme pédagogique. Donc voilà, on va, donc ce module de pré-rentrée dont je viens de vous parler. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on va comprendre et dégrossir la sophrologie. Donc là, en module 1, c'est plein de termes qu'on ne comprend pas. Et puis au fur et à mesure, tout va s'éclaircir avec le module 2, 3, 4 et 5, où on voit les différents degrés de sophrologie, donc avec les exercices associés, d'où viennent ces degrés, quels sont leurs objectifs. Et puis après, en module 6, c'est comment on pratique la sophrologie, donc comment on va réaliser une anamnèse, comment on va réaliser un protocole, comment toutes ces briques qu'on a déjà appris, on vient les imbriquer et pour en faire la sophrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis ensuite, en module 7, c'est comment on vous aide à vous installer en tant que professionnel. Et là, c'est un petit peu ce dont Caroline vous a parlé tout à l'heure, mais voilà, comment on met ces différentes casquettes pour développer son activité juridique, commerciale, marketing, comptabilité, voilà, toutes ces choses qui font aussi Caroline. Voilà, ce qu'on voulait vous transmettre, Caroline, voilà, son expérience du métier, ce qui la passionne au quotidien, et puis aussi comment on se forme à la sophrologie. On espère que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'autres questions. On espère que ça vous a été utile. En tout cas, c'était l'objectif. Donc, on espère avoir réussi. Et puis, Caroline, je te laisse le mot de la fin. Je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose. Suivez vos envies. C'est vraiment un métier passion qui apporte beaucoup de satisfaction personnelle et forcément quand on se sent bien, ça se répercute sur pas mal de choses dans sa vie. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas d'écouter vos envies, de vous écouter et j'espère avoir la chance de vous retrouver. Merci en tout cas d'avoir participé à cet échange et on se tient, je rejoins Flore pour être à votre disponibilité si vous avez des questions, à votre disposition. Trop bien. Ok ?
Merci, merci à tous et à Excellente toutes. continuation à tous. À Merci bientôt. Caroline. Au revoir. Merci à toi. Salut.